Donc, je vais essayer de présenter les Mauritanides à travers, premièrement, une petite biographie d'Habib, la présentation de son œuvre, de ses caractéristiques, et en parlant de l'édition et des perspectives de l'édition. Habib Mahfouz est né en 1960 à Nivraire, et dans la biographie que lui a attribuée, composée Mohamed Wahab Omer, qui le connaît très bien donc, parce que c'est son ami, parce que c'est son parent, parce que c'est son compagnon et parce que c'est son collègue. Donc il a dit que dans la personne de Habib Mahfouz, il y a la mesure et l'humilité de l'Adéman, il y a la vivacité et la spontanéité de l'Adéman, et il y a la candeur et l'endurance d'Ergar. Donc il sera sur ces trois influences. Donc après une enfance donc, en Nivraire, il arrive à Mederdra, puis à Nouakchott au début des années 70. C'est là d'ailleurs que nous faisons sa connaissance, nous autres Nouakchottois. Ce qui est caractéristique, c'est premièrement ce fait que c'est un très grand lecteur, un adolescent qui est très grand lecteur, et donc on voit déjà les prémices de son génie dans ses poèmes. En 1975, il écrivait La lune était sereine et caressait les sables, etc. Et un théâtre déjà à cette période. C'est le monsieur qui a toujours, bien sûr, un livre et une cigarette. Malheureusement, la seconde sera à l'origine de cette maladie malheureuse. À l'école normale, il fait un passage de 2 ans à l'école normale supérieure, mais il s'en va à Youn. Mais ce passage sera marqué par des devoirs très intéressants qui seront après des modèles pour les étudiants qui viendront après. À Youn, il fait donc un complément de formation à travers surtout la connaissance de l'art, mort et de la poésie mort. Et en 88, après son retour donc du Hor, en 88, c'est les prémices de ses écrits dans les lettres à mon chameau en Mauritanie de même. Et en 89, c'est les Mauritanides. C'est le premier Mauritanide qui commence. Et là, ça va être une suite continue jusqu'en 2001. En 89, donc, il est au Mauritanie. Il fait un passage à El Bayan, n'est-ce pas, Moussa. Et ensuite, en 1993, il fonde son propre journal, Le Kalam, là où il trouve donc la liberté d'écrire totalement ce qu'il voudrait écrire. On peut définir la personnalité de Habib Mahfouz par 3 dimensions, je crois. La première dimension, celle du mariage particulièrement réussi des traditions littéraires, orales et écrites de Mauritanie avec les apports culturels universels. Vous les voyez, je viens de lire une traduction d'un poème, et Ablaye Sereba disait que c'est le plus mort des intellectuels de la francophonie et le plus universel des troubadours morts. Le deuxième élément de cette personnalité, c'est cet esprit rebelle à l'arbitraire, à l'injustice. Et cette croisade courageuse qu'il a menée contre toutes les injustices, à un moment où beaucoup de gens se taisaient, il avait donc le courage de parler. Le troisième élément, c'est que c'est un polémiste, c'est un satiriste, et surtout son esprit de la caricature et des exagérations. On parlait tout de suite de l'histoire du Chili, que le Chili est un pays en longitude et il ne faut surtout pas dormir avec la tête à l'est pour ne pas empiéter sur les territoires des autres pays. Et ça me rappelle aussi le cas de la Gambie, où il dit que les gens dorment en position fœtale pour ne pas fâcher les Sénégalais. Maintenant, pour ce qui est de l'œuvre, Abdul Cheikh parle d'un objet littéraire non identifié. Mais il parle aussi d'une somme que c'est la somme de témoignages sur une décennie qui est l'année qui est 91-2000. Donc dans ce texte où il y a beaucoup de politique, bien sûr par beaucoup de taillas, il est obsédé par le concept, par les années du 12-12 pour lequel donc, il crée le concept de 12-12i et de Big Bang, Big étant 1 et 2 Bang. Donc il parle de Mauritanie, etc. Il parle du processus politique, de la Mauritanie qui ronfle en dormant, du pays donc qui est comme une adolescente qui a plaqué son père, donc, etc. Il parle bien sûr de Nouakchott avec ses odeurs. Vous voyez cette image par exemple, vraiment typiquement mort. Il n'est pas rare de croiser au détour d'une rue une odeur qui vomit,
en se tenant les têtes à deux mains, les traits livides et les traits tirés. Ça, c'est du Mouloud Ibn Habib. Donc, il parle du Mauritanie en Mauritanicus, il parle de la société avec le lexique circulaire, les petits mots. Comme tous les petits mots, j'ai commencé par manger du sable. Il parle de l'amour interbédane, mais il ne veut pas aussi que les gens froissent son pays, et c'est donc, vous vous rappelez donc de ces débats très houleux avec des journalistes étrangers. Pour ce qui est de l'édition, on a trop parlé. Pour l'édition, disons qu'en 2012, nous avons sorti le tome 1 grâce à la coopération française. Il y a un contrat avec le Cartala de Mauritanie. Il nous reste maintenant à peu près la moitié des textes à faire publier. Tout de suite, il y avait une délégation, Gemel et Kettler, qui est un romancier basé à Dakar, Paris, pardon, et qui devait nous aider dans cette publication et dans si vous voulez, pour faire la connaissance de l'auteur à Paris. Maintenant, on disait quelle exploitation on pouvait faire jusqu'à présent de ce livre. Zakaria a déjà fait quelques chapitres sur un peu les Mauritanites comme forme de contestation populaire en Mauritanie. Moi, j'ai essayé de bricoler des choses sur les lisibles. Et actuellement, je suis en projet d'étudier le temps dans les Mauritanites. Il y a eu quelques tentatives de traduction, mais c'est une matière brute qui reste à étudier sur le plan de la critique littéraire. Le Boualem est toujours pas là. Il y a beaucoup d'éléments. L'important, c'est qu'on est donc actuellement sur la perspective. Comme j'ai beaucoup parlé, j'ai soif, je laisse la parole à Zakaria, qui est encore frais. Habib a été pour moi un objet d'étude. Les Mauritaniens ont été un objet d'étude et je vais préciser dans quelles circonstances, quel type d'approche j'ai adopté, le résultat de ce travail et bien sûr les suites ultérieures. Mais j'aimerais aussi, et je suis d'ailleurs de plus en plus tenté, y compris à cause ou grâce à cette rencontre d'aujourd'hui, de réfléchir, je n'ai pas dit d'écrire, de réfléchir sur ce que représente un spécimen rare comme Habib el-Mahfouz, non seulement en tant qu'écrivain ou journaliste, mais en tant que personnage public et en tant qu'acteur dans un espace public en constitution en Mauritanie. Donc ça, c'est peut-être une réflexion à nourrir. Mais pour l'instant, j'ai envie de commencer, avant de rappeler bien sûr les circonstances de mon travail sur les Mauritaniens, de dire tout simplement qu'il faut acheter les livres, les lire pour le plaisir. Mais moi, je ne ferai pas la démagogie de faire croire à tout le monde que les Mauritaniens sont accessibles. Les Mauritaniens sont des textes extrêmement recherchés, avec des figurances parfois très difficiles à saisir. Leur lecture suppose la maîtrise d'un certain nombre de répertoires intellectuels qui ne sont pas donnés à tout le monde et qui se retrouvent rarement chez la même personne. Par exemple, il faut pouvoir être familier du texte coranique en arabe pour pouvoir lire les Mauritaniens, en français parlant du Coran ou s'inspirant du Coran. Donc c'est assez labyrinthique comme cheminement intellectuel. Deuxièmement, il faut être très versé bien sûr dans la culture des Maliens, tu l'as dit, mais dans la culture mauritanienne en général. Je crois que Habib a vécu dans toutes les régions de Mauritanie et ça lui donne un avantage comparatif par rapport à ses contemporains. Il a vécu partout, mais il a vécu au sens plein. C'est-à-dire que moi, je l'ai rencontré par exemple chez moi à Nadrar, à Attar, et on dirait à Natarwa. Les gens d'Ayoun, quand ils le croisent dans la rue, et pour eux, c'est un type d'Ayoun. Donc je ne parle pas des gens du sud-ouest, pour eux, c'est un pur produit du sud-ouest. Alors que c'est bien un type du Sahel quand même. Donc c'était vraiment un Mauritanien, et comme dans ce pays il y a de moins en moins de Mauritaniens, il était important d'avoir eu Habib et d'essayer de reproduire ce spécimen-là. Cela dit, moi, j'étais jeune étudiant quand j'ai croisé Habib donc, à Attar, qu'on a parlé de l'écriture en Mauritanie et de la lecture. Et à l'époque, je ne savais pas du tout qu'il avait écrit la Mauritanie demain. Ça, ça devait être en 1988. Il avait écrit 2 ou 3 textes. Et c'était juste une séance de thé chez une famille ordinaire, en début de soirée. Et donc, il m'a promis de m'envoyer quelques Mauritaniens qui étaient déjà parus. Donc, j'ai lu les Mauritanies, je me suis amusé comme tout le monde.
j'étais admiratif devant, en tant qu'étudiant en humanité, disons à l'époque, parce que j'étais en lettres à l'époque. J'étais bien sûr admiratif du style, de la maîtrise, de la clarté, de l'humour, de toutes les prouesses dont Habib pouvait se montrer extrêmement, de toutes les prouesses dont il pouvait faire preuve. Mais après j'ai laissé tomber, j'ai mis de côté et puis j'ai plus pensé à ça. Et après j'ai fait une thèse de sciences politiques. J'ai commencé une thèse de sciences politiques sur ce qu'on appelle, c'était à la mode à l'époque, ce qu'on appelle le politique par le bas. C'est-à-dire en gros toutes les formes d'expression ou d'action politique qui n'étaient pas institutionnelles et qui ne se déroulaient pas dans les lieux habituels du politique, qui sont les partis, l'État, etc. Donc tout ce qui est politique démarche en gros, que ce soit de la subversion populaire à travers l'humour, ou que ce soit à travers la littérature, ou la musique, ou la poésie féminine, etc. Et c'est à cet aspect-là qu'était consacrée ma thèse. Et donc quand j'arrive en Mauritanie, avec mes questions de recherche en tête, à la recherche de terrain, sur lesquels travailler justement pour un peu documenter mon argument, l'argument de ma thèse, sur lesquels je ne vais pas du tout revenir, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai commencé à chercher des terrains plausibles. Donc j'ai travaillé sur la poésie féminine dans les années 50, dans le sud-ouest, ce qui est très curieux pour les gens du sud-ouest, un Adrarois qui réfléchit, mais en plus sur la culture du sud-ouest. Donc c'était assez gonflé. Donc, mais après un moment, en discutant avec Omer sur l'orientation éventuelle que je pourrais donner au projet et quel type de travaux on pouvait faire, il m'a suggéré, il m'a demandé des détails sur mon projet de recherche. Et donc je lui ai donné beaucoup de détails sur mon projet de recherche. Et après, par la suite, on a parlé de Habib et des Mauritaniens. Et après, on s'est dit, tous les deux, on s'est regardés, on s'est dit, mais les Mauritaniens, la réalité, tombent dans le cadre de cette problématique. Bien sûr, on n'en a pas parlé tout de suite, et moi je me suis déplacé vers un autre sujet qui était à l'époque la prédication islamiste sur cassette. J'ai commencé à étudier aussi derrière, qui est devenu après un phénomène beaucoup plus important. Mais j'ai emporté toutes les Mauritaniennes avec moi en France. Donc j'étais à Sciences Po Lyon, donc j'ai commencé à faire des photocopies de toutes les Mauritaniennes, à me faire envoyer celles qui paraissaient après. Ça c'était entre 1992 et 1996, je le rappelle pour l'anecdote. Et donc, à un certain moment, j'ai commencé à retravailler dessus. Et au fur et à mesure, effectivement, je me suis retrouvé non pas avec plusieurs chapitres, mais avec un seul chapitre. Et donc, je me suis retrouvé avec un seul chapitre sur les Mauritanites, vu comme mode d'énonciation du politique en Mauritanie. Et vous savez effectivement que cette décennie dans laquelle j'ai commencé à m'intéresser aux Mauritanites, c'était la décennie de la démocratisation, de la libération de la parole, de l'explosion de l'expression populaire. Mais ce qui me fascinait dans les Mauritanites, c'était une seule chose en réalité. C'était le fait que ça utilisait de façon savante le répertoire populaire. Et comme j'étais à la recherche à l'époque, justement d'un terrain où il y avait de l'hybridation, c'est-à-dire un mélange de répertoires, où il y avait une réutilisation du répertoire populaire de manière à ce qu'il soit mélangé avec un répertoire savant. Donc Habib arrivait à mélanger le répertoire populaire et le répertoire savant. Donc j'ai commencé à travailler sur ces influences. Donc au gré de mes voyages, je venais le voir, je lui dis, mais c'est quoi tes influences? Il me dit, mais j'ai pas d'influence, moi je ne suis pas un style d'auteur, toi tu vas faire de moi. Donc il me décourageait. À chaque fois que je lui demandais qu'est-ce que tu disais, il refusait en fait de se prêter au jeu. Pour lui, tout ça n'était pas... il était intéressant de parler de tout, sauf de lui. Et il ne voulait absolument pas me dire quelles étaient ses influences, mais moi je les repérais sur la table, ou sous la table, ou même parfois dans les poubelles, parce que c'est quelqu'un qui jette les livres. Donc il lisait bien sûr San Antonio, et c'était très clair dans son écriture. Et c'était extraordinaire, quelqu'un qui prend ses répertoires dans le Coran, et dans San Antonio, c'était quand même Frédéric Dard, c'est-à-dire la truculence, le côté rabelaisien des romans policiers populaires français, écrit en argot, extrêmement vulgaire au sens positif du terme, et qui en même temps, comme Habib récitait le Coran, qu'il a reçu une éducation religieuse, comme nous tous, ce qui ne veut pas dire qu'on devient religieux par la suite d'ailleurs, malheureusement pour nos parents. Donc ce mélange de répertoires extrêmement divers et parfois contradictoires était fascinant. Donc j'ai écrit le chapitre, donc j'ai fait quelque chose de très classique,
j'ai étudié les styles, les thématiques, tu en as parlé, donc je ne vais pas revenir sur cette allégorie Nouakchott comme allégorie de la Mauritanie, cette analyse de la saleté, cet anthropomorphisme des odeurs qui respirent, qui parlent et qui s'étouffent. Le personnage de Ma'awiya al-Taï, non pas comme individu, mais comme un peu allégorie d'un système où le monde politique devient grotesque. L'intérêt pour le physique de l'autocrate, du président, du chef de l'État, du président du parti, etc. C'est une figure qui traverse la réalité de la littérature africaine des années 90. Si on regarde sur le Togo ou sur des pays comme ça où il y avait des gens qui avaient régné très longtemps, comme Eyadema, ou même si on regarde la littérature d'Ahmadou Kourouma, la figure de l'autocrate ou du président tout-puissant, chef de parti, dont les écrivains moquent la posture, la gestuelle, le discours, la logique et le mode de gouvernement, c'est banal. Mais avec Habib, c'était extrêmement subversif parce qu'en Mauritanie, il y avait deux obstacles à ce type d'approche. Le premier obstacle, c'était l'obstacle de l'âge. On n'était absolument pas censé se moquer des personnes plus âgées de façon écrite, parce que l'écrit a un caractère sacré. Donc pour moi, Habib était quelqu'un d'extrêmement révolutionnaire dans son existence culturelle. Et la plupart des intellectuels mauritaniens sont parfaitement conservateurs, y compris aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Il y a très peu d'intellectuels mauritaniens qui osent briser les tabous. Et je pense qu'il était exceptionnel. J'adore moi-même briser les tabous, mais ça n'intéresse personne. Mais je crois que nous, intellectuels mauritaniens, nous avons une espèce de pudeur, mais aussi de conservatisme. Et nous ne nous moquons pas ni de nous-mêmes, ni de la société, ni de ses symboles, ni des gens qui ont le pouvoir, encore moins des gens qui ont le pouvoir. Donc ça, c'était à mon avis inédit dans la société mauritanienne post-coloniale. Parce que quand vous discutez avec les historiens de la littérature orale, ou même les historiens qui se sont un peu intéressés aux cours émirales, vous remarquez comme dans toute cour émirale, il y avait un bouffon qu'on lui permettait de se moquer, de dire ce qu'il voulait des puissants. Ça a disparu avec l'indépendance. Ça, c'est un recul de l'indépendance. Donc, pour moi, comment les lecteurs réagissaient à la manière dont Habib se moquait des puissants, se moquait de la société et de la vanité des individus qui ont du pouvoir spirituel ou intellectuel, c'était extrêmement inédit et important. Donc, je pourrais en parler pendant longtemps, mais quand hein, voilà, le dernier, parce que apparemment je vais être censuré. Je commence à dire des choses dérangeantes. Donc voilà, non, c'est pas grave. Donc, non, j'avais rien préparé, donc j'ai dit à peu près ce qui me vient à l'esprit. Donc, alors, dernière chose, quand j'ai écrit le chapitre sur les Mauritaniens et que je suis revenu le voir et qu'il a lu la thèse, il m'a dit, ah bon, c'était sérieux, tu voulais vraiment écrire ce point? J'ai dit, bon, c'est un peu tard là parce que c'est fini. Il m'a dit, non, c'est peut-être pour les publications ultérieures, je vais te donner en réalité le titre et le livre du livre qui m'a le plus inspiré. Il m'a dit, tu connais déjà San Antonio, tu connais mon intimité et mon amitié pour San Antonio, pour tous les San Antonio, tu connais mes inspirations les plus évidentes. Mais il m'a dit, j'ai été choqué par un livre qui s'appelle Catch-22 d'un certain Joseph Heller, qui a été un best-seller aux États-Unis dans les années 60, je crois. Et ce qui m'intéressait dedans, c'était l'absurde. Il m'a dit, moi, mon inspiration, c'est l'absurde. Ce que j'aime, c'est l'absurde. Et c'est pour ça que je mélange le répertoire. Et c'est pour ça que j'aime faire rencontrer des idées, des images qui ne se seraient jamais rencontrées autrement, parce que je suis attiré par l'absurde. Maintenant, qu'elle nous laisse Habib, parce qu'il n'est plus là, donc il n'écrira plus. Il reste les Mauritanites. Je crois qu'il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits par des pouvoirs publics, ni de notre part à tous, pour faire connaître ce travail, pour le diffuser, pour l'expliquer, parce qu'il mérite une explication. On ne lit pas les Mauritaniens, on ne sort pas de chez soi, on lit les Mauritaniens. C'est faux. Il y a peu de gens qui peuvent lire à 100% et comprendre à 100% toutes les références. Donc, il faut vulgariser peut-être ce travail, il faut le faire connaître. Mais je ne terminerai pas ce bref
ce bref mot, plus ou moins bref d'ailleurs, au bout de certains, sans rappeler quand même la dimension politique. Habib n'était pas un homme politique, ce n'était pas un militant politique. Il n'appartenait en réalité à aucun parti, à aucune tendance, il se moquait un peu de tout le monde et respectait aussi tout le monde. Je ne suis pas d'accord. Par contre, il a eu des positions que moi j'appelle éthiques. Dans les années 89 et 90, dans les années 90 en particulier, quand il y a eu des violations des droits de l'homme et qu'il a eu l'occasion d'enregistrer les souffrances des gens, des témoignages de première main, il l'a fait avec, à mon avis, un talent extraordinaire. Et quand on lit ce travail de recueil de témoignages et de traitement qui en a été fait et qu'on lit les autres élucubrations de Habib sur des choses qui sont beaucoup moins sérieuses, on est frappé par la complémentarité entre les personnages publics qu'il a été, les responsabilités qu'il a prises et que peu de gens, voire personne n'a pris à l'époque. Ça montre le visage d'un Habib qui représente la Mauritanie. Et là-dessus, j'ai fini, et c'est vraiment une promesse que je vais tenir. Si dans cette salle ou dans toutes les salles dont on parle de Habib, il y a des gens de toutes les régions, c'est pas seulement parce que lui il se sentait de toutes les régions, mais parce que tous les Mauritaniens se reconnaissaient en lui à un moment donné. Même les arabisants qui sont complètement nuls en français, qui ne savent pas lire ces textes, l'admirent parce qu'ils savent ce qu'ils représentent. Parce que certaines Mauritaniens ont été traduites déjà, mais aussi parce qu'ils ont vu le comportement éthique du bonhomme qu'ils ont fréquenté, qu'ils ont vu ses prises de position. Ils ont un profond respect. Pour combien de personnes avons-nous du respect aujourd'hui dans l'espace public mauritanien?